Oui, je remercie d'ailleurs à cette occasion frère Thierry, dont les vidéos sont lues à plusieurs milliers d'exemplaires, semble-t-il, régulièrement. Donc c'est pas inutile. Alors, on est toujours sur notre série de conférences sur la lutte des classes. La dernière fois, on a vu la structure, si je puis dire, des classes dirigeantes, avec la classe médiatique, la classe bureaucratique, la classe... je ne sais plus ce qu'il y avait... des associations, enfin les différentes classes qui se partagent le pouvoir dans notre pays. Et là, on va voir l'idéologie de cette classe maintenant. Ça sera la conférence numéro 7. Dans un mois, on regardera l'autre aspect de la société française, c'est-à-dire on n'étudiera pas la classe dirigeante, mais plutôt les classes opposantes, la structure des classes qui s'opposent à la classe dirigeante, où est-ce qu'elle se situe dans la vie sociale française, etc. Et puis après, on en fera une autre sur l'idéologie des opposants aussi. Donc ça permet de voir les deux extrêmes, disons, de la société française en termes de classes qui s'opposent. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'au fond, à part des exceptions bien sûr, la classe dirigeante dans les pays occidentaux, soi-disant démocratique, est inspirée par une idéologie extrêmement homogène en définitive et cohérente qui sert ses intérêts. Cette idéologie est en même temps de droite et de gauche, comme dirait Macron, mais elle est résolument par contre matérialiste et antinationale. Alors, qu'est-ce d'abord qu'une idéologie, puisqu'on a dit qu'on avait parlé de l'idéologie de la classe dirigeante. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une idéologie ? C'est un ensemble d'idées, bien sûr, qui sert de filtre entre soi-même et la réalité. Dostoïevski, dans Les Démons, dans son roman Les Démons, explique une thèse assez éclairante. Il dit qu'au fond, c'est un équivalent de l'alcool. Un homme saoul ne voit pas la réalité telle qu'elle est, bien sûr. Et pour Dostoïevski, un idéologue, c'est une sorte d'ivrogne. Il interprète le réel en fonction de son système d'idées et de préjugés a priori. Discuter avec un idéologue, c'est comme discuter avec un homme ivre qui serait pourvu d'obsessions récurrentes. Donc la discussion ne mène pas souvent à grand-chose. Aujourd'hui, le meilleur exemple de cet état pathologique de l'idéologie est fourni par les obsédés de l'égalitarisme d'État, du racisme et des droits de l'homme. Quel que soit le sujet abordé, l'interlocuteur cherchera des explications dans ses thèses obsessionnelles et reviendra toujours aux mêmes idées. Par exemple, le retard du développement de l'Afrique noire s'expliquera par le racisme des Blancs. Si l'on fait observer que le Japon est aussi développé que l'Occident, et c'est pourtant pas des Blancs, on vous dira que oui, c'est une exception, c'est vrai, mais enfin elle n'est pas pertinente, c'est l'exception qui confirme la règle. Il y a plein de préjugés comme ça qui courent. On vous dira aussi, par exemple, que le développement économique, la croissance économique, est liée de façon très directe à la démocratie représentative. Bon, si c'est vrai, comment expliquer la réussite chinoise actuelle ? Parce que si cette réussite chinoise avait duré juste 2-3 ans, on se serait dit, bon, ben, c'est une embellie. Mais dès lors que c'est un phénomène très durable, ça veut dire en tout cas qu'il y a des formes de croissance économique qui se passent des libertés. Alors, donc le premier point, je crois, c'est de comprendre que l'idéologie est un filtre qui permet d'analyser la réalité et surtout de la déformer. Et que les gens qui subissent, si je puis dire, la dictature d'une idéologie, finalement, c'est un peu comme des drogués, en quelque sorte, dans les cas graves, bien sûr. Mais enfin, on en connaît, des cas graves. Alors, derrière cette idéologie,
qui est donc structurée, qui permet de traiter un peu tous les sujets. Derrière l'idéologie, il y a les valeurs, qui est devenu un mot aussi très, très à la mode. Les valeurs, ce sont des idoles sacrées qui conduisent notre comportement et dont la validité ne peut en aucun cas être mise en cause. Donc ce sont des idoles, si on peut dire, quasi religieuses, en quelque sorte. Les 4 idoles majeures du monde moderne occidental sont, alors, premièrement, l'ego individualiste. On fait de l'ego individuel une sorte de Dieu, en quelque sorte, et tous ses caprices doivent être satisfaits. La deuxième idole, bien sûr, c'est l'argent. Ça paraît assez évident. Et c'est de plus en plus vrai. Plus les années passent, et plus c'est le cas. La troisième idole, c'est la massification, la masse grégaire, indifférenciée. Et bien, les communistes le disaient très clairement, en disant les masses, n'est-ce pas, il faut... Mais même au-delà de ceux qui le disent de façon aussi franche, ça doit s'entendre dans un sens assez élargi. Et puis la quatrième idole, qu'on n'a pas le droit de critiquer en aucun cas, c'est la technique. Alors au nom de la technique, tout doit être possible en quelque sorte. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que dans chaque idole, il n'y a pas une part de vérité. La technique, ça paraît choquant dès lors qu'on dit qu'on va la critiquer parce qu'elle apportait tellement de bienfaits, surtout matériels, mais enfin beaucoup de bienfaits. On imagine mal qu'on critique la technique. Et pourtant, la technique, elle apporte autant de bonnes choses que de mauvaises. La technique, elle apporte la bombe atomique aussi. Elle peut détruire l'humanité comme elle peut la promouvoir. L'un des philosophes qui a le plus attaqué la technique de façon assez innovante à son époque, c'est pas si vieux que ça d'ailleurs, c'était Heidegger. Martin Heidegger a été très critiqué à cause de ça, parce qu'on disait oui, bon, c'est un type qui veut rester dans la forêt noire, dans une petite maison en bois, et on traitait ça un peu par le mépris, alors que c'est quand même plus complexe que ça. Donc voilà 4 idoles, l'ego, l'argent, la masse et la technique. Ce qui est caractéristique de ces 4 domaines, si vous les analysez bien, c'est qu'aucune limite n'est tolérable dans ces 4 domaines. Va-t-on se permettre de limiter les caprices de l'ego ? Immédiatement, on vous répondra, c'est une atteinte aux droits de l'homme. Il n'y a pas de limite. Alors, après le mariage homosexuel, par exemple, des associations, notamment aux Pays-Bas, on prenait la liberté pour la pédophilie. Il y a même un parti politique pédophile qui s'est dissous d'ailleurs. Enfin, parce qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter. On peut continuer comme ça très loin. Donc limiter les caprices de l'ego, c'est une atteinte aux droits de l'homme, donc on n'a pas le droit de limiter ses caprices. Deuxième exemple. Oui, non, je vais dire encore quelques mots là-dessus sur ce dernier point, parce qu'il est quand même un peu énorme. La décriminalisation, si je puis dire, de phénomènes comme la pédophilie a été parfois poussée très loin, et certaines personnalités occidentales ont été jusqu'à avouer leurs pratiques criminelles dans les pays sous-développés, comme le Maroc ou comme la Thaïlande. La Thaïlande, il y a un certain Mitterrand, notamment, pas le président, mais qui fait lui-même l'aveu de ses pratiques. Bon. Après, il dit qu'il regrette, évidemment. En Occident même, Daniel Cohn-Bendit a échappé en fait à toute poursuite judiciaire sérieuse parce qu'il était membre de l'oligarchie, alors qu'il est avoué lui-même, il a avoué avoir eu des pratiques pédophiles là où il était dans des établissements d'enseignement. Bon, il n'aurait pas fait partie de l'oligarchie, évidemment, il aurait eu quelques ennuis. Donc voilà pour les caprices, si je puis dire, mais qui peuvent être des caprices criminels dans certains cas. La deuxième idole, donc c'est plus l'ego, c'est l'argent. Bon, l'argent, ça tout le monde l'admet assez volontiers. Limiter le pouvoir de l'argent, on va tout de suite vous répondre, mais c'est une atteinte à la liberté d'entreprendre. Il y a quelqu'un qui a levé un peu le voile sur cette façon de voir les choses, mais on ne le cite jamais. C'est le fameux gangster américain Al Capone. Al Capone disait que le meilleur système politique, c'était le système américain. Les mafias étant des organisations privées, il fallait donc leur laisser le plus de liberté possible pour épanouir leur talent créateur.
C'est une façon de voir les choses, évidemment. Hergé, alors vous avez un passage très amusant dans Hergé, dans Tintin en Amérique. Il met en scène un congrès de gangsters qui veulent abattre Tintin. Le discours du président de séance est révélateur. Voilà ce qu'il dit. La situation est devenue intenable pour nos professions. En l'espace de quelques mois, 2 de nos chefs les plus réputés, ainsi que leurs meilleurs collaborateurs, ont payé de leur liberté l'audace qu'ils avaient eue de s'attaquer à lui. Messieurs, cela ne peut pas durer davantage. Il y aurait bientôt autant de périls à pratiquer notre métier qu'à être un bon citoyen. Au nom du comité central d'aide et de secours aux gangsters nécessiteux, je m'élève contre un tel état de choses. Je vous demande de faire trêve à vos querelles particulières et de former un front unique contre ce trouble fait. J'ai nommé Tintin le reporter. Unissons-nous contre cet ennemi commun et jurons de ne prendre aucun repos jusqu'à ce que ce reporter de malheur soit plusieurs pieds sous terre ou sous l'eau. Vous noterez que dans ce discours qui est ironique, évidemment, mais qui n'est pas si éloigné que ça de la réalité à certains égards, le chef du comité central des gangsters justifie son action criminelle par la défense de la liberté. Il dit « Nos libertés sont en cause, nos libertés professionnelles sont en cause. Vous vous rendez compte d'un scandale, il faut lutter contre la dictature et donc il faut abattre Tintin. » Mais on a revu des choses assez courantes, des choses de ce genre depuis, à l'occasion de certains événements politiques notamment. Alors, voilà donc un deuxième domaine, si vous voulez, où on a beaucoup de mal à accepter qu'il y ait des limites. C'est dans la recherche de l'argent. Le troisième domaine, donc, c'est le pouvoir des masses et des organisations qui s'opposent à toute forme d'élitisme. Alors c'est pareil, si on ose critiquer la domination des masses et les conséquences que ça peut avoir, par exemple dans l'éducation, c'est tout de suite considéré comme un péché contre la démocratie et contre l'égalité. Donc on retombe, si vous voulez, sur ces valeurs droits de l'homme fondamentales qui justifient effectivement qu'on ne mette aucune limite au pouvoir des masses. À ce propos, d'ailleurs, à propos de l'égalitarisme, parce que l'égalitarisme est très lié, bien sûr, au pouvoir des masses, Dostoïevski met en scène un égalitariste totalitaire qui s'appelle Chigaliov, toujours dans son fameux livre sur les démons. Verkhovensky, qui est le chef de la secte socialiste révolutionnaire, déclare « Chigaliov, c'est un génie. Il fonde son système social sur l'espionnage. Chez lui, chaque membre de la société surveille les autres et a le devoir de les dénoncer. Ainsi, grâce à cette transparence, chacun appartient à tout le monde et tout le monde à chacun. Tout le monde est esclave et dans l'esclavage, ils sont tous égaux. Certes, dans les cas extrêmes, dit Verkhovensky, on peut déboucher sur la calomnie, voire même le meurtre. Mais le principal effet de cet espionnage généralisé, c'est d'assurer la domination de l'égalité. Mais bien sûr, si on a une société composée d'esclaves égaux entre eux, il faut quand même des gouvernants. Donc, obéissance totale, impersonnalité totale. Impersonnalité totale, vous vous souvenez d'ailleurs que c'était un des principes de fonctionnement des Khmers rouges. C'était l'Ankar, qui était une organisation collective qui dirigeait le régime. Donc l'Ankar, c'était un nom justement collectif, impersonnel, et c'était pour bien marquer qu'il n'y avait pas de personnalité, disons, qui dominait tout, c'était vraiment un système collectif qui dominait. Alors, Chigaliov continue à... Non, Verkhovensky, pardon, continue à rêver autour de son projet, et il dit j'imagine un système où il n'y aurait plus qu'un seul chef, qui serait le pape. Il faudrait essayer de le convaincre à nos idées, mais c'est pas impossible, se dit-il.
Et lui, gouvernera l'Occident. Et quant à l'Europe de l'Est, quant à la Russie, ce sera vous, dit-il, en s'adressant à un aristocrate sur lequel il a jeté son dévolu, qui s'appelle Stavrogin. Il voudrait que Stavrogin devienne le chef de la secte révolutionnaire socialiste. Et puis l'autre, qui est très anarchisant, en fait, n'a pas envie. Alors Stavrogin balbutia, « Laissez-moi tranquille, vous êtes complètement ivre. » Mais si, dit Verkovensky, si, cela ne vous coûte rien de sacrifier une vie, de sacrifier votre vie ou celle des autres. Donc vous êtes exactement ce qu'il faut pour accomplir la révolution. Et là-dessus, il ajoute, moi d'ailleurs, je ne comprends rien sans discipline. Je suis un escroc, vous comprenez, pas un socialiste. Je les ai comptés, le professeur qui se moque de leur Dieu, il est à nous. L'avocat qui défend un assassin instruit en disant qu'il est plus cultivé que ses victimes, et que pour avoir de l'argent, il ne pouvait pas ne pas tuer, il est à nous. Les écoliers qui tuent un paysan pour ressentir une sensation, ils sont à nous. Les jurés qui acquittent toujours les criminels, ils sont à nous. Le procureur qui tremble au tribunal de ne pas être assez libéral, il est à nous. Le crime n'est plus une folie, c'est le bon sens. Et à ce moment-là, Stavrogin dit, eh bien, Verkovensky, vous l'avez avoué. Vous n'êtes pas vraiment tout à fait un socialiste, vous êtes surtout une espèce de vaniteux de la politique. Et l'autre répond, je suis un escroc, je vous dis, un escroc. Et alors, ce passage a révolté un grand socialiste qui s'appelait Lénine, parce que quand il a lu ça, il paraît que Lénine s'est retrouvé dans le personnage de Verkovensky. Et il était foudrage, Lénine. Il a dit, mais ce type est pervers, il essaie de détruire nos meilleurs militants socialistes en essayant d'instaurer le doute. Et il faut interdire évidemment Dostoïevski. Ce qui fait que quand il y a eu la révolution bolchevique, Dostoïevski a été totalement interdit. Il a fallu attendre des années et des années pour que petit à petit on commence à autoriser la publication de certains de ses livres. Bon, la quatrième idole, c'est la technique. Bon, mais là, je serai assez rapide. Enfin, on voit bien sur quoi ça peut déboucher dans un cas de folie collective. La technique, si on est contre, on est forcément rétrograde. Donc, ça peut aller jusqu'à fabriquer des bébés éprouvettes qui seraient achetés, sélectionnés par le marché, etc. Enfin, toutes ces choses dont on parle aujourd'hui. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est que la technique, en tant que technique, tant que ça reste un moyen technique, elle peut être bénéfique, bien sûr. Mais si la technique devient une idole impossible à critiquer, il ne faut pas oublier quand même elle peut conduire à des choses terribles, et qu'elle a conduit notamment à la création de la bombe atomique. Alors, philosophe Heidegger avait étudié tout ça de façon assez détaillée. Et ce système totalitaire qui domine aujourd'hui l'Occident, c'est un système utilitariste, il l'a défini selon un mot allemand comme le Gestel. Alors le Gestel, G-E-S-T-E-2-L, c'est un mot allemand qui veut dire en fait la structure, plus ou moins. Mais dans le sens de Heidegger, ça prend un autre sens. Ce qu'il appelle le Gestel, c'est le système actuel des valeurs, ces fameuses 4 valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et les valeurs, Heidegger a compris que les valeurs étaient en fait des armes qui étaient utilisées pour combattre l'être. C'est au nom des valeurs qu'on va essayer de détruire l'être, sans le dire comme ça, bien sûr. Par exemple, on va évoquer les valeurs, qui sont donc des valeurs absolues. Juridiquement, on va les baptiser droits de l'homme en général. Et on va évoquer ces valeurs pour autoriser une immigration illimitée, interdire au pays d'accueil de se défendre. Le résultat pourrait être le chaos complet, voire la destruction du pays d'accueil, puisque les droits à sauvegarder son identité sont bafoués. Mais les valeurs du Gestel sont des valeurs irréfragables, suprêmes, et donc même si ça doit entraîner un chaos complet, il s'agit de les mettre en œuvre. Quelqu'un l'a d'ailleurs dit à peu près dans ces termes, presque, c'était Madame Merkel, lorsqu'elle a ouvert complètement les frontières, elle est revenue dessus d'ailleurs, mais elle a ouvert ses frontières à l'immigration sans limite.
Et Madame Merkel, ce faisant, a créé un début de chaos, effectivement, en Allemagne. Ce qui fait qu'il y a eu une réaction de la population. Et comme il y a quand même, heureusement, des élections en Allemagne, elle a vu que ce n'était pas sans conséquence. Et elle a perdu la majorité traditionnelle qu'elle avait avec les socialistes. Elle a dû attendre 6 mois pour pouvoir mettre en place un nouveau gouvernement de coalition. Alors, dans ce système du Gestell, si on reprend les 4 causes d'Aristote, n'est-ce pas, la cause finale, qui est la plus importante, bien sûr, c'est l'utilitarisme absolu au bénéfice du seul individu. Il n'y a rien au-dessus de l'utilité de l'individu, même si cet utilitarisme s'exerce au profit de projets criminels. Et c'est assez curieux de voir qu'effectivement, dans la société qui est dominée par ces 4 valeurs du Gestell, on trouve souvent, on le voit dans les journaux, des excuses aux meurtriers, même les meurtriers les plus horribles. Parce qu'au fond, on ne le dit pas, mais leur crime est considéré comme une expression de la liberté. La liberté, c'est-à-dire donc les caprices individuels sans limite. La cause formelle, c'est la cause qui détermine les normes en société, est indiscutablement de nature oligarchique. On n'a jamais vu un peuple accepter la domination sans partage de l'argent, la domination sans partage de l'ego, de par sa volonté propre. En réalité, la cause formelle, c'est un ensemble de réseaux, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, qui impose sa volonté au peuple, lequel est considéré comme réactionnaire, inculte, raciste, xénophobe. Donc, le système oligarchique va calomnier le peuple systématiquement en expliquant que seuls les gens qui sont progressistes, intelligents, humanistes, ont le droit vraiment de gouverner un pays. Et la diabolisation du peuple est une nécessité vitale pour l'oligarchie. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'elle ait lieu. Parce que parfois, on entend des propos de certains hommes politiques qui sont surprenants. Enfin, des gens qui insultent carrément le peuple, alors qu'ils se sont présentés et pas forcément des gens de gauche. Je pense à Guénaud, par exemple. Quand Guénaud a été battu aux élections, il a tenu des propos absolument incroyables. Comme quoi, effectivement, le peuple était ignoble, finalement. Sous-entendu, le peuple sauf moi. Bon. Donc, la cause donc formelle, qui est de nature oligarchique, donc, va chercher à diaboliser le peuple. Ensuite, il y a la cause efficiente. La cause efficiente, c'est la massification, la destruction des identités culturelles et personnelles. On voit bien qu'elle est à l'œuvre aujourd'hui dans nos sociétés, dans toutes sortes de domaines, notamment le domaine de l'urbanisme, enfin il y en a d'autres. Ensuite, il y a la cause matérielle, qui est la révolution, toujours au service des caprices de l'ego, bien sûr. Et cette révolution matérielle suppose la destruction de toutes les traditions civilisatrices. C'est ce qui s'est fait d'ailleurs au début de la révolution bolchevique, lorsque Lénine a dit que finalement il fallait du passé faire table rase, donc détruire tout ce qui était antérieur pour construire du nouveau à partir de rien en quelque sorte. Inventer un homme nouveau, une société nouvelle. Donc au nom du Gestell, il faut effacer les religions, abolir la vraie démocratie, détruire les nations, s'attaquer aux communautés culturelles et historiques, c'est le passé donc ça n'a plus de valeur, et détruire toutes les traditions au nom du progrès. Les traditions sont totalement ignorées pour ce qu'elles sont en réalité, c'est-à-dire des savoirs qui ont été triés par les siècles et qui ont été sélectionnés par leur succès. Je reviendrai sur ce point. Qu'est-ce que c'est qu'une tradition ? Et pourquoi les traditions sont-elles si importantes? Pourquoi une civilisation est toujours fondée sur des traditions? Donc l'idéologie du Gestell, donc de la classe dirigeante, a des conséquences profondément inhumaines en définitive. Elle ignore les racines traditionnelles qui contiennent des savoirs immémorieux sélectionnés par l'histoire.
Et celui qui a sans doute le mieux expliqué ce phénomène, enfin il y a un anglais et un allemand qui l'ont bien expliqué. L'anglais c'est Burke et l'allemand c'est Hayek. Enfin l'autrichien, c'est la même chose. Dans Droit, législation et liberté, tome 3, l'ordre politique d'un peuple libre, Hayek explique qu'il n'y a pas deux mais trois sources à nos valeurs et à nos institutions. La classe dirigeante croit que notre culture vient du socle biologique ou de la pensée rationnelle, l'un ou l'autre. Or, la grande découverte des sciences sociales du siècle dernier a été que la culture n'est ni naturelle ni artificielle. Elle n'est pas transmise génétiquement, sinon il ne serait pas nécessaire d'avoir des écoles, n'est-ce pas, si c'était génétique. Et cette culture n'est pas non plus rationnellement élaborée. Elle est la transmission de règles apprises de conduite, de règles de conduite donc, mais qui n'ont jamais été inventées par quelqu'un de particulier et dont la fonction reste habituellement totalement incomprise des individus qui agissent. Les penseurs ont pendant longtemps accepté comme bonnes les règles innées, donc les règles naturelles, ou alors les règles délibérément choisies, puisqu'elles ont été délibérément choisies, elles sont forcément bonnes. Tout en considérant que toutes les formations mûries avec le temps ont été considérées comme le fruit d'accidents ou de caprices. Le culturel, ainsi, serait quelque chose de superficiel et de qualitatif. Pourtant, continue Hayek, la civilisation a été rendue possible en soumettant les instincts animaux héréditaires aux habitudes non rationnelles qui permirent de constituer de façon ordonnée une société viable. Il ajoute que l'évolution culturelle n'est pas le résultat de la raison humaine. Alors c'est ça qui est le plus surprenant, disons, dans cette analyse. Dire que la civilisation a été rendue possible en soumettant les instincts animaux, ça tout le monde l'admet assez facilement. Mais dire que les facteurs culturels civilisateurs ne sont pas le résultat de la raison, c'est ce qui est beaucoup plus difficile à admettre. Surtout dans une culture qui, depuis le XVIIIe siècle, fait l'éloge de la raison, comme aussi une nouvelle idole aussi. Selon Hayek, les structures formées par les pratiques traditionnelles des hommes ne sont ni naturelles, au sens de biologiquement déterminées, ni artificielles au sens de produites par un dessein intelligent, elles sont plutôt le résultat d'un processus comparable au vannage ou au filtrage, guidé par les avantages différentiels acquis par les groupes, du fait des pratiques adoptées, pour quelques raisons inconnues au départ et peut-être même accidentelles. L'homme n'a pas créé sa culture grâce à sa raison, dit Hayek, mais grâce à l'imitation et à la capacité à transmettre ces imitations. Il a appris qu'il ne fallait pas faire grâce aux circonstances. Suivre la coutume s'est révélé souvent bien plus utile que de chercher à la comprendre. Il y a plus d'intelligence incorporée dans le système des règles de conduite que dans les pensées d'un homme concernant ce qui l'entourait. Donc la raison, de ce point de vue-là, n'est pas au-dessus des traditions. L'homme moderne est déchiré par des conflits qui le tourmentent et qui le forcent à des changements répétés. Il y a au point de départ le fondement solide, c'est-à-dire peu changeant, de l'héritage génétique, celui des pulsions instinctives déterminées par la structure physiologique. Viennent ensuite tous les vestiges de traditions acquises dans les différents types de structures sociales, au cours de l'histoire bien sûr, avec leurs règles que l'homme n'a pas délibérément choisies, mais qui sont répandues parce que certaines pratiques accroissaient la prospérité des groupes qui les suivaient, ce qui conduisait à l'expansion de ces groupes. Alors il y a un domaine que Hayek cite, parce qu'effectivement il est assez révélateur, en disant un exemple d'évolution culturelle, d'évolution progressive de la culture, et qui n'a rien de rationnel, c'est l'évolution du langage. Si vous regardez l'évolution du langage qui fait qu'en partant du latin, on est arrivé au français, beaucoup de modifications qui ont été apportées aux mots n'ont absolument aucune justification rationnelle. Ce qui explique d'ailleurs le côté un peu bizarre, je dirais, de notre orthographe, notamment en France. Parce qu'effectivement, orthographe, ça paraît un peu souvent arbitraire en quelque sorte. Et c'est le résultat d'un filtrage qui s'est fait à travers les siècles en fait. Et au-dessus de tout cela, dit Hayek, une troisième couche
qui est très mince, c'est celle des règles qui sont délibérément adoptées, délibérément modifiées pour répondre à des visées connues. Donc les règles vraiment rationnelles, quoi. Le rôle des règles fut de brider les instincts naturels. Donc ce qui est naturel n'est pas forcément bon pour la civilisation. Alors ça, c'est une attaque en fait directe contre Jean-Jacques Rousseau et tous ceux qui s'imaginent que l'homme est bon par nature et que tout ce qui est mauvais vient de la civilisation qui a brimé les instincts naturels. Et il y a une formule de Hayek que j'ai trouvée très, très pertinente. Il dit, en une seule phrase, ce qui a rendu les hommes bons, enfin bons entre guillemets, c'est-à-dire civilisés, relativement civilisés, ce qui a rendu les hommes bons, ce n'est ni la nature, ni la raison, mais la tradition. C'est pourquoi les traditions doivent lutter à la fois contre les instincts, bien sûr, mais aussi contre le calcul rationnel. Ce dernier, le calcul rationnel, ne justifie absolument pas l'existence de la famille, ni de la propriété, ni de la nation, par exemple. L'homme n'a pas adopté de nouvelles règles de conduite parce qu'il était intelligent, il est devenu intelligent en se soumettant à des nouvelles règles de conduite qui sont développées dans l'histoire. L'homme n'a jamais inventé ses institutions les plus fécondes, à commencer par le langage, le droit ou la morale, ou la religion. Et donc l'homme ne comprend pas pourquoi il devrait préserver ces institutions, que sont le langage, le droit, la morale ou la religion, puisqu'elles ne satisfont ni les instincts de base, ni la raison. Les outils fondamentaux de la civilisation, langage, morale, droit, monnaie, sont tous le fruit d'une croissance spontanée. Le point de vue utilitariste de ce point de vue-là est complètement faux. Ce n'est pas le plaisir qui sert l'évolution et qui la guide. C'est plutôt des signaux qui servent à la préservation du groupe. On imite les comportements qui entraînent le succès, par exemple l'héroïsme en temps de guerre. La tradition peut évoluer. Les Grecs ont introduit la liberté et la propriété, puis la nation démocratique, tout en restant les Grecs guerriers qu'ils étaient dès le départ. Au siècle des totalitarismes, on a voulu soit réhabiliter les instincts fondamentaux, soit faire du neuf au nom d'une morale parfaitement rationnelle. Le résultat a été catastrophique. Comme nous ne comprenons pas tout le savoir, toute la sagesse qui est dans les règles transmises, il apparaît que tout progrès doit être basé sur la tradition. Les traditions imposent en effet des disciplines déplaisantes. C'est pourquoi ce sont des traditions morales favorables plutôt que des projets raisonnés qui ont rendu le progrès possible. L'égalitarisme abstrait, par exemple, bloque le progrès. Les plus grandes superstitions de Freud ou de Marx sont parties de l'idée que la répression était mauvaise en soi. Et là, au nom de la raison, on a carrément détruit la civilisation. Alors, effectivement, on pourrait prendre toutes sortes d'exemples, mais même les plus triviaux, à commencer par les formules de politesse, par exemple. Formules de politesse, du point de vue strictement rationnel, on pourrait les supprimer. Il n'y a pas besoin de se saluer quand on se voit. Bon, ça n'a pas d'utilité vraiment tangible, disons. Et pourtant, les sociétés qui suppriment les formules de politesse, qui les réduisent à leur strict minimum, se sont révélées des sociétés complètement barbares, comme le Cambodge de Pol Pot, par exemple. Alors, il faut bien comprendre que si vous avez cette vision de ce qui fait l'origine de nos institutions et de nos valeurs, vous verrez que la pensée des classes dirigeantes est fondée sur une fausse conception de l'homme, comme individu souverain, isolé, guidé par la seule raison, et ignorant la composante affective située entre les instincts et la raison. D'une façon générale, d'ailleurs, c'est tendance du monde moderne, effectivement, c'est de réévaluer les instincts en disant qu'il faut les libérer, et puis de réévaluer aussi la raison. Mais ce qui est entre les deux, c'est-à-dire le domaine de l'affectivité, en fait, le cœur, ce que les pères de l'Église appellent le cœur, ça doit être balayé. Par-dessus le marché, on refuse au peuple de fixer son destin historique, le droit à fixer son destin historique, alors que l'homme concret déploie son existence dans l'histoire, et il n'existe pas en dehors de la collectivité nationale qui lui fournit passé, présent et futur.
L'homme n'a pas je dirais qu'une vie simplement, il a aussi une existence qui a du sens. Et cette existence, le sens de l'existence lui est donné précisément dans la sphère du domaine de l'affectivité. C'est ainsi que, par exemple, c'est une erreur, ce que croient souvent des rationalistes de gauche, de dire le patriotisme c'est une énorme erreur parce que c'est pas rationnel. Alors sur ce point, c'est assez vrai, on peut dire que c'est pas rationnel, oui. Enfin, on peut trouver toutes sortes d'arguments pour montrer que c'est pas rationnel. Mais, par contre, si on ne définit pas le patriotisme comme quelque chose d'idéologique, comme une idéologie, et qu'on cherche la racine même du patriotisme, on s'aperçoit que cette racine, elle est de nature affective, presque familiale. D'où l'expression la mère patrie. On doit aimer sa patrie comme on doit aimer sa mère. Et là, on est vraiment dans le domaine de l'affectivité, effectivement. Alors, si on élimine le domaine de l'affectivité, ben, on élimine peut-être ce qu'il y a de plus humain au sein même de l'être humain. Et donc, on se dirige vers une société extrêmement redoutable et dangereuse. Ça nous amène d'ailleurs à réfléchir aussi sur la notion d'identité, puisque on s'aperçoit que l'identité, c'est quelque chose qui généralement est plus ou moins collectif. Bien sûr, l'identité individuelle existe, mais l'individu n'organise pas sa vie uniquement autour de calculs financiers. Ça, c'est l'erreur, je dirais, des économistes du XVIIIe siècle. Conception surannée de la science économique. On part d'idée fausse que l'individu organise toute sa vie autour de calculs financiers, ce qui n'est pas vrai. D'où un dessèchement des rapports humains, pouvant aller d'ailleurs jusqu'au déchirement du tissu social. Un nouveau courant en sciences économiques permet aujourd'hui de mieux rendre compte des rapports sociaux réels. Mais c'est finalement assez récent, au niveau de la théorie, je veux dire. Il a été amorcé par le prix Nobel d'économie Gary Becker dès 1957, dans son livre qui s'appelait « L'économie de la discrimination ». Il montrait qu'aux États-Unis, évidemment c'était particulièrement flagrant, certaines personnes préféraient se regrouper entre elles, quitte à avoir des pertes de revenus importantes, quitte à en payer le prix. Donc dans un raisonnement strictement financier, on dirait, ben non, il ne faut pas chercher à travailler avec des gens qui vous ressemblent, si vous allez y perdre de l'argent. Et pourtant, on a plein d'exemples qui sont totalement inverses. Par exemple, aux États-Unis, certains quartiers sont préférés à d'autres. Un autre prix Nobel, George Akerlof, a approfondi plus récemment cette analyse et est arrivé à l'idée que l'identité culturelle des individus détermine largement leur choix de vie. Mieux encore, si l'on prive les gens de cette identité culturelle comme milieu de vie, cela peut les conduire à d'importantes souffrances. Et les classes dirigeantes actuelles refusent de prendre en compte ces faits et vont même jusqu'à les diaboliser. Les personnes attachées à leur identité culturelle seraient des racistes, n'est-ce pas? Des xénophobes, haineux, sans culture, sans capacité d'adaptation. Et les classes qui sont ainsi maltraitées par les classes supérieures se rebellent, évidemment, souvent maintenant par des votes, d'ailleurs, pour les partis dits populistes. Et c'est comme ça qu'une nouvelle lutte des classes s'instaure. La classe dirigeante s'obstine à ouvrir les frontières à l'immigration, au nom d'une vision strictement individualiste et égalitariste de l'homme. Tous les hommes sont égaux, tous sont des individus, et donc on ne doit prendre en compte que ce facteur-là. Mais des études de sociologie ont montré que toute personne qui se sent devenir minoritaire culturellement, ne serait-ce que par sa langue, dans son environnement quotidien, développe une anxiété considérable, et cette loi est universelle, quelles que soient les minorités concernées. L'idéologie étroitement individualiste conduit donc à des conflits territoriaux violents qui rappellent ceux qu'on retrouve dans le monde animal. Enfin, l'idéologie individualiste
cherche à effacer, bien sûr, la dimension sacrificielle de l'existence humaine, donc le sens de l'honneur, le sens de la charité, enfin, autre mot pour l'amour d'autrui. Et ce faisant, cette idéologie appauvrit profondément les rapports humains et les dégrade. Et c'est vrai qu'en termes d'économie de marché développée par Adam Smith et son école, on ne va chercher un avantage que si on a effectivement un avantage matériel à la clé. Donc on ne va pas sacrifier sa propre existence ou sacrifier ses biens au nom du sens de l'honneur. C'est un comportement anti-économique. En tout cas, du point de vue d'un économiste classique, c'est un comportement totalement irrationnel et absurde. Le sens de l'honneur, la charité, tout ça, c'est des choses absurdes. Et pourtant, ça existe dans les sociétés. Ça existe, c'est très développé, et ça joue un rôle non négligeable pour que les rapports humains soient véritablement humains. Alors, si on veut aujourd'hui éviter le retour progressif à la barbarie, qui se fait réellement, il suffit de voir les statistiques de criminalité dans les pays occidentaux, il faudrait donc rompre avec l'idéologie de la classe dirigeante, qui n'a rien de démocratique d'ailleurs, qui est une idéologie d'une oligarchie. Il faudrait restaurer les traditions et le savoir qu'elles incorporent. Il faut rétablir la démocratie authentique et ses libertés. De ce point de vue-là, on a un exemple historique très pertinent qui est celui de la Suisse. Il faut donc préserver la nation, préserver son identité culturelle historique. Il faut rétablir le rôle modèle des classes sacrificielles dans une société saine. Classe sacrificielle, c'est-à-dire l'armée, le clergé, toute vocation qui repose sur un don gratuit. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pour Heidegger, est une situation profondément pathologique en Occident et presque suicidaire. C'est ce qu'il appelle l'oubli de l'être. Nous vivons dans l'oubli de l'être. C'est-à-dire que ce qui fait l'essence des choses est menacé, est oublié, et c'est un phénomène qui est dramatique. Le poète Hölderlin explique que les forces du salut viennent précisément des lieux où le danger est le plus grand. Alors, c'est frappant de voir que cette réflexion vient d'un poète d'ailleurs, parce que l'activité poétique peut apparaître dans un premier temps comme une activité sans utilité, donc non économique. D'ailleurs, il faut bien dire que la poésie, c'est vrai, a beaucoup décliné depuis ces 3 derniers siècles, indiscutablement. Elle existe encore, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas justifiée par les valeurs socles du système social qui sont le fric, l'ego, la masse. C'est pour ça d'ailleurs que Heidegger estimait que le retour à une société qui soit vraiment humaine est une société, ce serait une société où les poètes joueraient un rôle important, un rôle de guide important. Il faut voir d'ailleurs qu'on peut dire que certaines civilisations se sont fondées essentiellement sur la poésie. Par exemple, Homère pour les Grecs. On apprenait aux petits-enfants grecs, sous l'Antiquité, les poésies d'Homère, Iliade et l'Odyssée. Et j'ai eu une discussion d'ailleurs un jour amusante avec, mais c'est pas terminé, mais avec Henri de Lesquen sur ce sujet-là, parce que lui, il a quand même son côté polytechnicien, donc... Et alors, comprenez pas cette idée qu'une civilisation puisse se fonder sur la poésie. Je lui dis, mais enfin, la civilisation grecque, elle s'est fondée sur l'Iliade et l'Odyssée, elle ne s'est pas fondée sur le postulat d'Euclide. Bien que ce soit important, bien sûr, mais c'est pas là-dessus qu'on a fondé la civilisation grecque. Les valeurs grecques, la morale grecque, etc., c'est les valeurs qui étaient portées par les héros de la poésie, les héros tragiques de la poésie. Alors, il était un peu embêté, là. Alors effectivement, les forces du salut qui permettent à une société de survivre viennent souvent des lieux où le danger est le plus grand. C'est ce que dit Hölderlin. C'est là que la condition quotidienne peut conduire le plus à l'héroïsme, souvent anonyme.
Les troupes d'élite, les forces antiterroristes, les élites, comme les hommes du RAID ou du GIGN, les enseignants dans les banlieues sensibles, les journalistes et intellectuels non conformistes, bien sûr, les chefs de PME d'exploitation menacés, ce sont toutes sortes d'exemples de milieux extrêmement variés qui créent et qui produisent, dans un contexte qui est en bonne partie un contexte de souffrance, mais ces difficultés même qui leur donnent un accès privilégié à la vérité pour préparer l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de vérités humaines qu'on ne comprend véritablement que si on souffre pour l'application de ces vérités. Ce qui explique des paradoxes, qui fait que, par exemple, un des paradoxes les plus frappants, mais qui est tout à fait actuel justement, c'est ce qui s'est passé sur le plan moral si on compare, par exemple, les États-Unis et l'Union soviétique. Les États-Unis ont défendu une culture de liberté et en même temps une culture de prospérité. Et dans cette liberté, dans cette prospérité, il y a eu beaucoup de belles choses qui se sont faites, bien sûr, mais en même temps, il y a beaucoup de dégradations qui se sont commises. Le niveau culturel et moral s'est plutôt effondré, enfin, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens. Par contre, dans les pays de l'Est, où il y avait une dictature terrible, eh ben, on a l'impression que c'est un peu le phénomène inverse qui s'est produit. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, là où on voit le respect le plus grand des valeurs traditionnelles, là c'est dans les anciens pays communistes. Hein, c'est en Pologne, en Hongrie, en Russie, bien sûr. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a une espèce de durcissement de l'âme qui s'est produit à travers ces conditions très difficiles dans lesquelles il fallait vivre. Et c'est une chose d'ailleurs que beaucoup de psychologues ou de sociologues ont remarqué d'ailleurs, c'est que l'homme n'a pas besoin uniquement de vivre dans la richesse, la liberté et la prospérité. Ça paraît un peu énorme de dire ça, mais il est bien évident que la dictature et la pauvreté, c'est pas un bien en soi. Mais d'un autre côté, on s'aperçoit que des conditions difficiles de vie donnent une armature morale aux gens qui subissent ces conditions. Et c'est Konrad Lorenz, encore un autre prix Nobel d'ailleurs, qui avait noté que lorsque des gens étaient atteints de dépression nerveuse sur de longues périodes, eh bien, ces dépressions étaient beaucoup plus réduites pendant les périodes de guerre, que les gens qui étaient soumis à des bombardements, etc., si j'ose dire, ils n'avaient plus le temps de devenir dépressifs, parce qu'il y avait tellement de choses qu'il fallait régler immédiatement dans le court terme, que, évidemment, ça leur donne du ressort, si je puis dire. Et Lorenz prend un exemple amusant, parce que vous savez qu'il prenait toujours ces exemples, enfin, très souvent ces exemples, dans le monde animal. Et il dit, je me suis livré moi-même à une expérience sur les carpes qui sont dans mon jardin. Il avait un grand aquarium, et il disait, les carpes étaient très bien nourries, vivaient dans des conditions agréables, et je me suis aperçu au bout d'un certain temps qu'elles devenaient grasses, obèses, qu'elles avaient un goût épouvantable, et donc elles se dégradaient finalement dans ces conditions de prospérité relative. Et il s'est dit, on va voir si mon intuition est juste ou non. Il a introduit dans l'aquarium des brochets. Alors, les brochets se sont mis à courir après les carpes, effectivement. Alors les carpes les plus faibles ont été tuées, puis les carpes plus fortes ont survécu. Et sont devenues même des super carpes, en quelque sorte, qui étaient capables de courir beaucoup plus vite, en fait de nager beaucoup plus vite. Et il a dit, voilà, c'est bien la preuve de ce que j'avançais. Il faut un certain degré de tension. Évidemment, il ne faut pas que ce degré de tension soit tel que ça devient insupportable pour les individus. Mais il faut quand même un certain degré de tension. Et s'il n'y en a pas, on tombe dans ce qu'il appelait la tiédeur mortelle, donc qui explique le manque d'appétence pour la vie, le côté même suicidaire qu'on peut trouver chez certains jeunes.
Alors toutes ces considérations-là sont complètement ignorées, bien sûr, des hommes politiques modernes, des valeurs qui sont mises en avant par la société dite des droits de l'homme. Mais ça explique aussi, cette analyse peut expliquer aussi pourquoi on peut arriver à un déclin des classes dirigeantes. Parce qu'on pourrait croire, quand on voit tous les avantages des classes dirigeantes par rapport aux autres classes de la société, on pourrait se dire ils sont au pouvoir pour toujours. Parce que, bon, ils ont tous les moyens, ils ont les médias, ils ont les syndicats, ils ont tout pour eux, quoi, les partis politiques, etc. L'expérience historique montre que c'est pas vrai. Il y a quand même des classes dirigeantes qui se font renverser. C'est arrivé dans l'histoire de nombreuses fois. Parfois de façon très révolutionnaire et violente, mais parfois de façon plus calme. Mais ils ont été quand même renversés. En effet, les classes dirigeantes se créent des situations privilégiées. Des niches privilégiées, évidemment, pour mener une vie plus agréable. Et ces situations dans lesquelles elles se mettent elles-mêmes leur font oublier la douleur, le risque, le sens moral, et peu à peu, elles perdent les qualités nécessaires au maintien de leur domination. Parce que pour pouvoir diriger, dominer, etc., il faut une certaine force d'âme. Et si vous ne vivez que dans du coton, si je puis dire, vous ne pouvez pas acquérir cette force d'âme. C'est pour ça d'ailleurs que dans tous les pays du monde, d'ailleurs, où on formait vraiment des officiers dignes de ce nom, alors on faisait baver, si je puis dire. C'est ce que montre très bien le livre de Ernst von Salomon, Les Cadets, les Kadetten, qui montre cette éducation extrêmement dure auquel étaient soumis les jeunes aristocrates allemands, parce que les parents étaient persuadés que sans cette éducation très dure, les jeunes allaient se dégrader, ils n'allaient pas se forger un caractère, ils n'allaient pas développer une personnalité. Donc il fallait faire ça. On retrouve ça dans l'éducation de l'aristocratie japonaise, bien sûr, avec les samouraïs. Enfin, on retrouve ça en général à l'origine de toutes les aristocraties. Donc, ce phénomène qui fait que un excès, disons, de plaisir, une absence de douleur, une absence de défis à surmonter, tout cela va provoquer l'amollissement du caractère des dirigeants et va précipiter leur chute. Alors il y a quelqu'un qui a mis ça en théorie de façon très systématique, c'était Vilfredo Pareto, sociologue italien, qui a montré effectivement que la société n'était pas autre chose qu'un renouvellement des élites qui se fait à cause de ça. C'est-à-dire que les élites, quand elles arrivent au pouvoir, n'en tirent que des avantages, ou principalement, et à ce moment-là, leur qualité décline. Et elles se font doubler par d'autres élites qui, elles, vivent dans des conditions plus difficiles. Alors, il y a une zone intermédiaire, effectivement, où quand vous avez une élite qui commence à devenir décadente, mais que les nouvelles élites ne sont pas encore vraiment apparues, vous avez une période intermédiaire où on a le sentiment nécessairement d'un certain chaos. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui en Occident. Mais à plus long terme, on peut voir aussi, dans l'étude des phénomènes sociaux, on peut voir des lignes de force qui se dégagent et qui mènent à des changements vers des élites du caractère et pas seulement de l'intellect notamment. Parce que là-dedans, on en revient toujours à cette fausse analyse de l'homme dont j'ai parlé au début, c'est que ce qu'il y a de plus important chez l'homme, bien sûr que l'intellect est important, c'est sûr que si vous êtes un idiot, vous avez un gros handicap dans la vie. Mais ce qui est le plus important, c'est quand même la force morale. Et notamment, on le voit bien au niveau des chefs d'ailleurs. Souvent, vous avez dans une entreprise, partout, dans un parti politique, enfin un peu partout, vous avez le chef qui est quelqu'un d'intelligent en principe, il vaut mieux,
mais en même temps quelqu'un surtout qui a une force morale tout à fait considérable. Et puis autour de ce chef, il va y avoir des gens qui, eux, sont des grands intellectuels, qui vont peut-être l'être plus que le chef lui-même, et qui vont aider l'ensemble de la structure à progresser. Mais la force morale reste quand même le point central. C'était très bien développé par le général de Gaulle, d'ailleurs, dans Le fil de l'épée, où il fait le portrait de l'homme de caractère. Il ne dit pas un grand général, c'est un homme intelligent. Bon, ça va de soi, bien sûr. Un grand général, c'est un homme de caractère, qui est capable de s'opposer aux décisions de sa propre bureaucratie, de son propre ministre, s'il voit qu'il mène à la catastrophe, etc. Parce qu'il a du caractère. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui voit tous les défauts de la structure en place, et qui en même temps ne fait rien parce qu'il n'a aucun courage. Ça n'avance pas à grand-chose. Donc, voilà, à travers cette analyse, si vous voulez, de la classe dirigeante, nous conduit à expliquer pourquoi, sur quoi elle repose, pourquoi ces idées sont telles qu'elles sont, et aussi pourquoi c'est très fragile et que ces qualités peuvent se perdre très facilement. Si ces qualités peuvent se perdre très facilement, ça veut dire que les élites ne sont pas éternelles et qu'elles seront remplacées par d'autres élites qui, elles, auront conservé les traits nécessaires pour pouvoir diriger. Donc c'est pour cette raison que il ne faut pas croire que les choses iront mieux parce que les gens connaissent mieux l'alphabet ou connaissent mieux telle ou telle discipline intellectuelle, bien que ce soit important. Mais la société ne s'améliorera que si le caractère des membres qui composent la société s'améliorera. Et le caractère, ça veut dire bien sûr la force morale, qui n'est pas de nature purement intellectuelle, qui est un mixte de qualité intellectuelle, mais aussi de qualité morale, si je puis dire, donc affective. En réalité, l'aspect affectif, le deuxième cerveau, est extrêmement important. Et là où la classe dirigeante d'aujourd'hui, qui paraît toute puissante, a son talon d'Achille, c'est précisément dans ce domaine-là. La classe dirigeante est affectée de maladies, on peut dire de pathologies, qui sont surtout morales d'ailleurs, et qui expliquent un certain nombre de dysfonctionnements dans la société d'aujourd'hui. Le fait qu'il y ait un certain nombre de gangsters qui pénètrent les milieux dirigeants, le fait d'avoir une classe de dirigeants bureaucratiques qui sont des gens techniquement assez au point dans l'ensemble, mais qui généralement manquent totalement de force de caractère. Tout ça montre le caractère extrêmement fragile finalement de cette société apparemment extrêmement puissante, de cette classe dirigeante apparemment très puissante. C'est un mélange des deux, bien entendu. Mais ce facteur, qu'on peut appeler moral si on veut, est finalement ce qu'il y a de plus décisif. Et c'est aussi pour cette raison d'ailleurs qu'il ne faut pas perdre espoir, même lorsqu'on lit la chronique de l'actualité, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, c'est vrai, mais on voit bien qu'il y a aussi des réactions, même si elles sont minoritaires, même si elles ne triomphent pas dans un premier temps, mais on voit bien qu'il y a des réactions. Et c'est ça qui fait très très peur, je crois, aux dirigeants actuels. On m'a dit que, je ne sais pas, enfin, si c'est vrai, le président de la République française, par exemple, avait décidé de modifier son point de vue sur l'immigration à cause de ce qu'il a vu en Allemagne puis en Italie. Et il s'est dit, bien évidemment, ça ne me plaît pas de constater ça, mais c'est indiscutable.
Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut défendre des principes absolument purs auxquels on tient, sans expliquer d'ailleurs pourquoi on y tient à ce point? Ou est-ce qu'il faut revenir les pieds sur terre, parce que sinon on risque tout simplement de perdre le pouvoir? Et ça, un homme politique, il y a un instinct qui est chez tout homme politique, sinon c'est pas un homme politique, c'est tout faire pour garder le pouvoir. Et donc je crois qu'à travers ce vice-là, tout faire pour garder le pouvoir, ça nous donne quand même de l'espoir pour l'avenir. Voilà, merci. Alors, nous avons un quart d'heure de questions. Oui. Dans les relations humaines,